Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Lespard de La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de me rendre à Bayonne, dans le Pays Basque, pour partir à la rencontre d'Olivier Allemand. Olivier est commissaire général du concours général agricole. Vous savez, ce sont les produits médaillés en or, argent ou bronze qu'on voit sur les produits. Ces médailles sont attribuées pendant le salon de l'agriculture. Mais le concours général, c'est aussi les concours des animaux qui ont lieu sur les rings du salon et qui sont ô combien importants pour nos éleveurs. Ce concours a en fait été initié en 1843, bien avant la création du salon de l'agriculture qui arrive autour des années 1960. Il en représente donc le socle. Alors quoi de plus naturel que d'y consacrer un épisode alors que le salon va ouvrir ses portes dans quelques jours. Et puis, au-delà du concours général agricole, j'avais envie de vous faire découvrir le parcours d'Olivier. Il est issu d'une école d'ingénieur agronome et ce passionné a déjà eu 1000 vies. Chroniqueur télé, animateur de la célèbre émission Interville, conseiller du ministre de l'Agriculture, Olivier cumule les expériences atypiques, mais elles ont toutes un point commun, la mise en valeur des territoires et du monde agricole. Et dernière chose avant de vous laisser en compagnie d'Olivier, je suis désolée, ça va sûrement en frustrer certains d'entre vous, mais l'épisode a été enregistré aux vacances de Noël, quand Olivier avait encore un peu de temps avant la dernière ligne droite jusqu'au salon. Du coup, on n'a pas parlé de la crise qui traverse le monde agricole actuellement et qui inscrit cette édition du Salon international de l'agriculture dans un contexte forcément un peu particulier. Par contre, pour ceux qui le souhaitent, j'ai écrit un édito sur le sujet. Il est disponible sur le blog de La Clé des Champs. On vous met le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous laisse en compagnie d'Olivier. Bonne écoute. Bonjour Olivier. Bonjour Louise. Merci beaucoup de m'accueillir en cette rentrée 2024 qui s'annonce chargée pour vous, je crois. On va rentrer dans les 8 semaines qui sont les plus intenses, en tout cas de l'année pour nous en organisation, puisqu'il faut qu'on soit prêt le 24 février. Et oui, pour l'arrivée du Salon de l'agriculture. Alors pour démarrer, est-ce que vous pourriez vous présenter et nous expliquer où c'est qu'on se trouve actuellement ? On est au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques parce que j'ai la chance d'être élu à Bayonne. Et donc, du coup, effectivement, on se trouve ici dans une salle du conseil départemental pour faire cette interview. Et alors, quel a été le déclic pour vous de vous investir dans le monde agricole ? En fait, moi, j'ai à l'issue, donc, vous l'aurez compris, je suis bayonnais, donc à l'issue donc de mes études, j'ai fait maths sup, maths spé ici au lycée René Cassin à Bayonne. Et quand il a fallu choisir, en tout cas les concours qu'on souhaitait passer, pour moi, c'était plutôt dans le domaine agricole ou environnemental, en fait, que je voulais me spécialiser. Et j'ai eu le concours donc, de l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, qui est l'ancienne école d'ingénieurs qui est pilotée par le ministère de l'Agriculture, donc, qui s'appelait les travaux ruraux à l'époque. Donc du coup, j'ai fait cette école à Strasbourg qui m'a formé sur à la fois les techniques culturelles agricoles, à la fois tout ce qui était irrigation, drainage, adduction d'eau potable, assainissement, barrage, donc retenue d'eau. Donc en fait, j'ai été baigné dans le milieu agricole, de part, comme on en a tous, des origines familiales, puisque du côté de la famille de ma mère, on est éleveur et boucher, du côté donc de mes grands-parents maternels, et un peu moins du côté paternel, parce qu'il y avait moins de culture agricole. Mais c'est vrai que, en tout cas, c'était le sens, en tout cas, de mon engagement professionnel, qui a varié ensuite par ailleurs, mais il n'empêche que c'était quand même le sens de ma formation. Et aujourd'hui, vous pouvez nous décrire votre activité principale de commissaire général du concours général agricole ? En quoi ça consiste ? Alors, l'activité du commissaire général, c'est de coordonner en fait toutes les actions pour la bonne réalisation de ce concours général agricole. Il y a effectivement beaucoup d'actions qui sont liées à la logistique, puisqu'il faut organiser les inscriptions, il faut organiser tout ce qui est prélèvement donc auprès des producteurs, des viticulteurs. Il faut organiser toute la logistique, là aussi, de sélection des races dans les différents concours des animaux. Donc en plus de la partie logistique, il y a toute la partie stratégique et politique, puisqu'en fait, on organise évidemment tous ces concours en collaboration à la fois avec évidemment les agents du ministère de l'Agriculture dont je dépends, et à la fois les professionnels agricoles, que ce soit les interprofessions ou que ce soit les chambres d'agriculture,
à différents niveaux, puisque les chambres d'agriculture nous aident à faire tous les prélèvements dans les départements, et les interprofessions agricoles nous aident justement à affiner avec les professionnels donc, de l'INAO, donc du ministère, les cahiers des charges, puisqu'on fait évoluer les cahiers des charges de toutes les dégustations. Donc du coup, il y a vraiment cette notion de chef d'orchestre institutionnel pour pouvoir accompagner l'évolution donc, du concours, et puis des aspects aussi très politiques locaux, puisque, encore une fois, à chaque fois, dans chaque département, le lien est fait avec la Chambre, le conseil départemental, le préfet. Et donc, du coup, il y a aussi tout un pan de communication et de représentation qui sont liés au poste. Oui, et puis qui est très inhérent au monde agricole, qu'on adore, mais qui est quand même qui a une dimension politique non négligeable. Donc, forcément, que c'est pareil au concours général agricole. Oui, et ça l'est encore plus parce que justement il y a un concours. Donc de toute façon, pour pouvoir sélectionner l'excellence des produits et des races françaises, ça met justement tout le monde en tension, comme tout concours. Hein. Et donc du coup, effectivement, il y a une gestion politique et institutionnelle des choses qui doit être assez cartésienne en fait. Alors pour démarrer sur le concours général agricole, qu'est-ce que c'est le concours général agricole si on en revient aux bases ? Alors, la base, elle remonte à 152 ans, puisque, en fait, les agriculteurs allaient et venaient des quatre coins de la France pour faire le concours de Paris. Et l'historique, c'est bien ça. On venait à Paris pour pouvoir confronter ces produits et ces animaux aux autres départements et régions de France. Alors, c'est vrai que c'était réservé uniquement aux professionnels, aux agriculteurs, aux éleveurs, aux viticulteurs, et que le grand public n'était pas du tout convié, en tout cas, à découvrir ou à déguster les produits. Donc, ça a été historiquement ce concours-là. C'est de là qu'est sorti déjà l'insigne en feuille de chêne qu'on retrouve sur les produits les médailles, là, or, argent et bronze. Or, argent et bronze, voilà. Hein. Ça, c'est vraiment l'histoire du concours. Et avant, ça s'appelait vraiment la médaille de Paris. Et ensuite, ça en est suivi une réflexion qu'on doit, après la Deuxième Guerre mondiale, donc de M. Pisani, ministre de l'Agriculture, qui dit il faut impérativement qu'on montre aux Françaises et aux Français l'excellence de ces produits. Et donc, du coup, il y a eu la création du Salon de l'Agriculture pour pouvoir offrir une vitrine, on va dire, visible par tous de ces produits. Et donc, du coup, il a créé donc, le Salon de l'Agriculture en tant que vitrine du concours général agricole. Et peu à peu, on arrive aux 60 ans cette année du Salon de l'Agriculture. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'on voit plus le Salon de l'Agriculture que le concours général agricole, mais il faut savoir quand même que tous les animaux que vous voyez dans tous les halls et dans toutes les races sont des animaux finalistes du concours général agricole, et l'essentiel des produits que vous y voyez également dans le hall des régions sont des produits qui ont été médaillés l'année d'avant, puisque en parallèle, on médaille les produits de l'année en cours. Donc c'est vraiment un gage de qualité et de reconnaissance du travail donc, de l'agriculteur. C'est vrai que tout le monde connaît le salon de l'agriculture, mais peut-être moins le concours général agricole, alors que finalement, le concours général agricole est la base du salon de l'agriculture. S'il n'y a pas de concours général agricole, le salon de l'agriculture perd en partie son sens, en tout cas. En tout cas, il n'y aurait pas les animaux, puisque, en fait, je vous disais, c'était que des animaux finalistes. On trouverait toujours des produits dans les régions, puisque il y a des producteurs qui font très très bien leur travail dans tous les départements et les régions de France. Il n'empêche que le fait d'avoir la médaille fait que de toute façon ça les labellise, et ça permet aux consommateurs de se reconnaître et de reconnaître en tout cas l'excellence de son produit. Donc dans l'acte d'achat, c'est important, puisqu'on le voit dans les études économiques qu'on fait, c'est qu'entre deux produits qui ont à peu près le même prix, à 80%, le consommateur prend celui qui a la médaille. Et alors, donc, vous nous avez parlé des animaux, des produits. C'est quoi le périmètre global du concours général agricole ? Alors là aussi, il a évolué. Historiquement, c'était vraiment les produits et les animaux. Évidemment, se sont rajoutés assez vite
les viticulteurs. Et puis, on est resté comme ça jusqu'à il y a une quinzaine d'années, où au moment de l'agroécologie et de l'avènement de l'agroécologie, il a été rajouté un concours général agricole des pratiques agroécologiques pour justement favoriser la conversion des agriculteurs dans ces pratiques, en mettant évidemment des prairies en jachère, en mettant des haies, tout le travail autour de l'agroforesterie. Donc on suit des parcelles pendant 3 ans pour justement, puisque c'est 3 ans la conversion, le temps de conversion. Donc ça a été une innovation donc d'il y a une quinzaine d'années. Et en même temps, on a voulu valoriser les jeunes dans tous les concours existants. Et on a créé dans chacune des catégories, donc encore une fois, animaux, produits, vins et agroforesterie, des concours des jeunes pour justement valoriser la transmission, valoriser le travail de l'enseignement agricole, parce qu'encore une fois, on a cette spécificité française qui est un enseignement agricole de qualité et dirigé par le ministère de l'Agriculture. Trop méconnu. Trop méconnu. Pour travailler avec le lycée agricole des Landes, Agricampus 40, j'ai redécouvert les lycées agricoles et j'étais bluffée. Pour moi, c'est la pépite française. On avait un déclin au niveau des inscriptions des jeunes, et là, avec toutes les campagnes de l'aventure du vivant et puis le post-Covid où les jeunes veulent vraiment créer ou donner un sens en tout cas à leur métier, on a des effectifs qui repartent à la hausse depuis 3 ans, et c'est sûr qu'on a on a une ambition, c'est quand même d'accompagner l'enjeu agricole, qui est de remplacer quasiment 50% de la classe d'âge qui part dans les 10 ans à venir. Donc encore une fois, on essaie à chaque fois, dans le concours général agricole, de s'adapter au mieux aux évolutions de ce monde agricole-là. Et donc du coup, le concours agroforesterie et le concours des jeunes qui ont une quinzaine d'années, eh bien, viennent compléter cette architecture de tous les concours, quoi. Et quand on parle de produits, c'est tout ce qui est miel, huile d'olive. Alors là, on a très large. Alors oui, sur les produits, ça comporte à la fois, comme vous le disiez, tout ce qui est miel, huile d'olive, huile de noix, mais aussi tout ce qui est jus de fruits, tout ce qui est huîtres, toutes les charcuteries. J'ai plus de 112 catégories de charcuterie. Je vous dis pas les produits laitiers, parce que les produits laitiers, on a tous les fromages, en sachant qu'une catégorie AOC d'un produit, que ce soit le comté, le cœur de Neuchâtel, représente une sous-catégorie, mais il y a les yaourts, les beurres, vraiment tous les produits laitiers, et là on a plus de 200 sous-catégories. Et après, on a dans la catégorie produits des concours qu'on pourrait mettre dans les spiritueux, c'est effectivement, ou en tout cas les alcools, gin, whisky, toutes les bières qui ont explosé ces dernières années, eau de vie, voilà, j'ai oublié évidemment tous les produits de l'aquaculture. Donc on est vraiment très varié, mais on a encore une fois, des sources de progression pour s'adapter aux évolutions du goût des consommateurs. Si je dois parler des nouveautés un peu de l'année 2024 dans les catégories de concours qui évoluent ou qui se créent, là aussi, pour faire face à l'évolution du goût des consommateurs, on a créé une catégorie sans alcool pour la bière, parce que là aussi, c'est quelque chose qui est en augmentation au niveau des goûts et des demandes donc, des consommateurs. Et puis, on va vers quelque chose d'un peu plus, on va dire, végétal, puisqu'on a un concours expérimental donc, pain, donc pour valoriser un peu toute la filière céréales, et puis un concours général de choucroute, pour valoriser vraiment les filières végétales. Mais là aussi, c'est une évolution du goût des consommateurs, on le voit bien. Donc, quelque part, on essaie de s'adapter à chaque fois aux évolutions agricoles du moment. En termes de logistique, quand vous nous citez tout ça, ça a l'air énorme à organiser. Comment on fait pour ne pas s'y perdre? Et puis aussi, comme vous l'avez dit, il y a concours, donc il y a enjeu. Et donc, pour s'assurer de l'impartialité
des choses et que le produit qui est envoyé par le producteur, par exemple, ça soit bien représentatif de ce qu'il fait sur sa ferme et que ça ne vient pas d'autre part. Comment ça s'organise tout ça ? Alors sur la logistique du concours et sur l'organisation, c'est vrai que chaque concours a besoin d'outils spécifiques parce que, encore une fois, quand on juge des huîtres ou quand on déguste du beurre, de l'huile d'olive ou même du chou, de la choucroute dont je parlais tout à l'heure, il faut derrière une cuisson spécifique, des matériaux de cuisson pour le chou, parce qu'il y a le chou froid et le chou chaud. Pour les viandes, là aussi on fait toutes ces viandes et charcuteries chaudes. Donc en fait, il nous faut à la fois des professionnels qui nous aident à ouvrir les huîtres, des professionnels qui nous aident à bien cuire les produits pour une dégustation optimale. Donc tout ça, on le fait systématiquement en partenariat avec les professionnels, que ce soit les boulangers, que ce soit beaucoup les organes de formation. On travaille beaucoup avec les écoles qui forment donc tous ces professionnels-là. Et ensuite, sur la partie objectivité donc, du concours, puisqu'on m'interroge beaucoup là-dessus, c'est notre crédibilité première, celle du jugement, que ce soit dans les présélections et que ce soit en finale à Paris. Alors il faut savoir déjà que c'est nous qui faisons les prélèvements. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un producteur ou un viticulteur s'inscrit, il va sur le site web quand il va sur le site web, okay. Il s'inscrit, craque, il paye ses droits d'inscription qui sont de l'ordre de 100 € en moyenne. Et c'est nous qui allons prélever les produits chez le producteur pour justement que ce soit le plus représentatif de sa production et qu'il ne nous envoie pas un produit qui ne serait pas représentatif de sa production. C'est là où on s'appuie sur les chambres d'agriculture qui font le prélèvement pour nous, mais on va jusqu'à prélever dans les cuves. C'est-à-dire que nous, pour les prélèvements viticoles, par exemple, on va avec nos bouteilles qui sont non reconnaissables, parce qu'autrement, on sait que dans les différentes régions viticoles, la forme de la bouteille diverge. Donc, du coup, on pourrait identifier l'origine des produits. Là, non, on y va avec nos bouteilles qui sont anonymisées avec le QR code. Il n'y a que nous qui savons chez quel producteur on prélève. Et on prélève directement dans les cuves pour anonymiser dès le prélèvement l'échantillon qui va être testé. Et c'est pareil pour les produits. Donc déjà... Et après quoi, vous mettez un numéro sur la bouteille, par exemple et ouais. Vous... Ah ouais, okay. Nous, on a un QR code. Et vous, derrière, vous savez le relier nous, on a à un la QR fin. code. Nous, on est les seuls à savoir le relier à la fin. Et ensuite, il y a l'organisation donc, de présélection pour les vins et dans certains concours produits aussi dans les départements, donc, où on élimine jusqu'à 60% des échantillons. Donc là, il faut organiser l'étape de jury. Qui s'en charge parce que vous dites que vous allez... mais j'imagine qu'au CGA, vous n'avez pas une armée d'échantillonneurs qui sont répartis sur tout le territoire. Vous appuyez sur... On s'appuie sur pour les prélèvements, on s'appuie sur les chambres d'agriculture. Okay. Et pour les présélections départementales aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'organisation du concours, c'est 10 personnes à Paris qui m'entourent en fonction des différents concours et qui gèrent avec les chambres d'agriculture ces présélections-là, prélèvements et présélections. Une fois que c'est présélectionné, là pour le coup, c'est nous qui reprenons l'organisation des finales en direct à 100%, mais on partage la base des jurés, voilà, et pour les présélections et pour la finale, puisque c'est nous au niveau national qui faisons un appel en général début novembre pour les jurés. Puisqu'il faut savoir que sur chaque table de dégustation, que ce soit en présélection ou en finale, donc c'est des tables de 6, où ils ont à peu près une douzaine d'échantillons à tester, eh bien ces 6, il y en a 3 qui sont professionnels de la catégorie qu'ils jugent, et 3 qui sont consommateurs avertis, enfin on les appelle avertis, je vous dirai pourquoi après, comme vous et moi. C'était ma question de l'auditeur de Alice, donc comme ça elle aura eu sa réponse. Voilà. Les jurés comment étaient répartis entre pros et 3 et 3. particuliers. 3 et 3 justement pour à la fois, on va dire, respecter, enfin avoir les professionnels qui connaissent mieux les critères qui sont définis par l'INAO, parce que nous, à chaque fois, on se base dans les critères de sélection sur les critères de dégustation qui sont définis par l'INAO, et ça, c'est vrai que les professionnels les connaissent parfaitement.
et l'évolution du goût des consommateurs. Je vous parlais de là aussi, on a vu ces dernières années, et on voit chaque année que le goût des consommateurs évolue. Donc, du coup, on a besoin d'avoir leur avis sur les dégustations des échantillons. Et alors, par contre, depuis maintenant 11 ans, on les forme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'inscrit sur le site internet, parce qu'on veut déguster, n'importe qui peut s'inscrire, du coup. Tout le monde peut s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Dans la catégorie qu'ils souhaitent. Dans la catégorie qu'ils souhaitent, exactement. Et on leur propose une formation. Par exemple, ils sont inscrits dans la catégorie jus de fruits, et on va leur proposer de faire une journée de formation, payée par le concours général agricole, pour qu'ils se forment à la dégustation, tout simplement pour pouvoir les décomplexer. Parce qu'encore une fois, quand on est un consommateur et qu'on aime bien tel ou tel produit, on se sent de toute façon... on a toujours ce sentiment d'illégitimité à juger tel ou tel produit. Et en fait, l'essentiel de la formation, outre d'apprendre des termes peut-être un peu plus professionnels, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de décomplexer le consommateur, parce qu'on ressent tous les choses. Mais il faut juste se décomplexer et assumer le fait qu'on les ressente, et que quand on sent un goût de banane, de fruits, de noisettes, et bien finalement, le professionnel, il sent la même chose. Mais il faut juste se décomplexer et mettre des mots sur, après, des critères qui rentrent dans le cahier des charges. Donc, vraiment, la journée de formation, elle a pour but, évidemment, d'apprendre, mais surtout de décomplexer le consommateur. Et donc, du coup, c'est fort de ces tables de dégustation à parité entre les professionnels et les consommateurs qui ont été formés. C'est autour, effectivement, de ces tables-là que se font les notations, parce que c'est une notation, et qui fait que le produit va ou pas en finale, et une fois qu'il est en finale, est ou pas médaillé. Voilà. Combien il y a d'échantillons, du coup, qui sont déjà à la base envoyés et puis à la fin retenus à Paris déjà? Oui, alors l'année dernière, parce que là j'ai que les chiffres de 2023, on était sur 20 300 échantillons, donc 20 300 producteurs qui ont envoyé leurs produits, leurs vins, au départ, qui sont inscrits au départ. Et on a, au final, on a eu 5125 médaillés, donc bronze, argent ou or. Donc, encore une fois, avec ce système de notation qui fait que, encore une fois, on ne vous demande pas de faire un podium sur chacune des tables, on vous demande juste de faire une notation. Et si l'aventure, la notation, elle est entre 14 et 16, il y aura une médaille d'or. Si elle est entre 12 et 14, il y aura une médaille d'argent. Et si elle est entre 10 et 12, il y aura une médaille de bronze. Ça, c'est hyper important ce que vous dites. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation d'attribuer une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze, qu'à un concours, il peut ne pas y avoir de médaille d'or parce qu'il n'y a aucun produit qui a été noté à plus de 14 sur 20. Exactement. Et ce qui fait que, ça, pour le coup, c'est vraiment un gage de qualité, entre guillemets, contrairement à d'autres concours où voilà, il y a un podium, quel que soit un peu le niveau de qualité, quoi. Non, mais c'est vraiment ce que je rappelle vraiment à chaque présélection et à chaque dégustation dans les finales, c'est qu'encore une fois, c'est exactement ça. On n'est pas là pour faire un podium. C'est pas Miss France, on est là vraiment pour noter en fonction des qualités intrinsèques de l'échantillon, et puis point barre, quoi. Voilà. Ça veut dire, donc, il y a un premier tour avec tous les échantillons qui sont sélectionnés pour le concours où le jury note, c'est ça? Le jury note et il élimine jusqu'à 60%. Et après, ça part à Paris. Et là, en fonction vraiment de la notation de chaque table de jury, on a plus ou moins... Et à Paris, c'est ce que vous appelez les finales, au final? Oui, c'est les vraiment... finales. Okay. Ouais, à Paris, c'est vraiment les finales. Mais il faut savoir, ce qui est assez drôle quand même, depuis les 3 dernières années, on se rend compte que les jurés sont encore plus exigeants que nous. Puisqu'en général, on était, avant le Covid, jusqu'à peu près 30% de produits qui partaient, qui étaient médaillés. On est à 25% aujourd'hui. Et on voit bien que finalement... les consommateurs, et notamment la partie consommateur, ils sont plus exigeants. Donc, c'est intéressant aussi de voir ça. Et justement, vous pouvez nous raconter comment ça se passe les discussions entre le jury, parce que j'ai pas eu le droit. En fait, on se connaît comme ça. Ouais. Je fais le podcast officiel du Salon de l'Agriculture. J'en ai fait un sur le CGA, mais j'ai pas eu le droit d'assister à une dégustation malgré tout, parce que c'est confidentiel. Et en tout cas, à ce moment-là, c'était pas possible. Comment... Qu'est-ce qu'ils se disent et comment ils se décident Parce que du coup, ils doivent choisir une note commune par produit. C'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que chacun a sa grille de notation quand il fait la dégustation. Voilà. Donc chacun déguste sa douzaine d'échantillons et fait ses commentaires dans sa propre fiche. Et après, ce qu'on leur demande,
c'est que les 6 autour de la table, ils doivent ensuite confronter leurs avis pour définir une seule note par produit. D'accord. Et donc, du coup, il y a des fois des discussions qui sont interminables, justement, parce que les gens n'ont pas ressenti forcément la même chose. Des fois, en général, quand c'est très bon, il n'y a pas de débat. Mais c'est après, dans la frange, on va dire moyenne plus ou moyenne moins, que les débats se font. Ouais. Et ça a lieu de quel jour à quel jour? Et si on décide d'être juré, combien de temps ça nous prend? Alors, en fait... En moyenne, en fait, une dégustation donc de ces 12 échantillons, c'est à peu près 2 heures. Si vraiment il y a des débats, parce qu'en général, ça leur prend 1h15 pour déguster les 12 échantillons. Et ensuite, il y a entre une demi-heure et 3/4 d'heure de débat. Évidemment, il peut y avoir des débats qui durent plus longtemps, mais en général, au maximum, en 2h30, c'est fini. C'est pour ça que ça nous permet, pour l'organisation notamment des finales à Paris, qui se déroulent sur 4 jours, de pouvoir faire des concours le matin et des concours l'après-midi. Parce que justement, on sait qu'en une demi-journée, on a plié la partie dégustation. On a le temps de redresser les tables et de réorganiser, en fonction donc, des contraintes des produits, la dégustation des produits l'après-midi. Donc du coup, il y a vraiment cette organisation sur les 2 demi-journées. Et c'est la minute économie du podcast, mais un producteur qui se voit récompensé d'une médaille, est-ce que vous avez des stats sur ses ventes? Est-ce que ça lui améliore ses chiffres pour son exploitation? Est-ce qu'il a un intérêt économique à ça? Oui, bien sûr. Enfin, c'est une des premières réalités du concours général. C'est vraiment ça. C'est que ça a toujours à la fois valorisé le travail du producteur, mais surtout, ça le valorise économiquement. Il y a la notion de reconnaissance d'un travail bien fait, et il y a la valorisation économique. Et cette valorisation économique, alors les chiffres datent de 2020. Donc encore une fois, on va relancer une étude en 2024 après le concours général 2024 pour justement voir comment ces chiffres ont évolué. Mais les chiffres de 2020, en fonction des catégories de concours, c'est entre 18 et 40% de chiffre d'affaires en plus l'année où on a obtenu donc la médaille. Donc il y a une vraie réalité économique. Et l'année dernière, combien d'agriculteurs se sont vus médaillés, de producteurs? 5125. Ok. Ouais. Dans toutes catégories confondues, on est d'accord. Hein. Ouais. Et justement, là, on a beaucoup parlé de produits Ouais. et vins. Ouais. Et j'aimerais qu'on parle quand même des animaux, qui est le Hall 1, qui est le poumon du salon quand même, Hall un petit 1 peu. pour les races bovines, porcines et ovines. Le Hall 6 pour les équins et les asins. Et j'ai le Hall 2-1 donc pour les chats et les chiens, puisque toutes ces races-là sont en concours général. Là aussi, c'est un intérêt économique, puisqu'encore une fois, on valorise les filières d'élevage. Et donc, du coup, derrière, on valorise, j'allais dire, l'excellence génétique des différentes espèces. Et donc, derrière, c'est un intérêt économique, puisque vous savez qu'on vend, bien sûr, les semences pour la reproduction. Donc, derrière, il y a effectivement un intérêt aussi économique pour les éleveurs. Vous le voyez, quand vous rentrez dans une ferme, ces plaques en fonte des différents concours. Et il y en a qui en collectionnent un paquet. Bien sûr, il y en a qui en collectionnent un paquet. Et c'est vraiment la fierté des éleveurs. Alors c'est vrai que c'est une logistique à part, puisque là, on ne va pas faire les prélèvements comme dans les produits et les vins, mais par contre, chaque concours des différents organismes de sélection, on voit bien, dès septembre, octobre, il y a le concours de la Bazadaise, de la Gasconne, de la Blonde Aquitaine, de la Normande. Donc c'est eux qui sélectionnent les meilleurs représentants qui vont aller en finale. Le concours ne fait que définir le nombre de spécimens par type d'espèce. Eux ensuite de les sélectionner. Et ensuite, là où la logistique est énorme, c'est que c'est nous qui allons chercher chaque bête finaliste dans son exploitation agricole. Et aussi, on parlait d'économie tout à l'heure, mais c'est un énorme coût que d'aller chercher plus de 2200 animaux un par un dans les différents élevages. Donc du coup, derrière, c'est une énorme logistique. Et le balai, justement, des bétaillères au moment où il faut remplir
donc les différentes stalles, donc des différents halls qui commencent le jeudi et le vendredi avant le salon. Et puis pour les bovins, il y a une rotation à mi-salon, donc qu'on doit réussir dans la nuit de mardi à mercredi. Ça, c'est un balai qui doit être réglé au millimètre, parce que la moindre difficulté, vu le nombre d'animaux qu'on a, fait qu'on ne pourrait pas soit ouvrir à l'heure, ou soit faire la rotation dans les bonnes conditions et réouvrir le mercredi à 9h. J'ai eu la chance d'y assister parce que je travaille pour vous, mais le vendredi du salon, la veille de l'ouverture, et c'est vrai, puis il y a une ambiance particulière, quoi. Il y a du stress parce qu'il faut décharger les animaux, il ne faut pas qu'ils se blessent. Il y a un peu d'excitation aussi, les éleveurs sont contents d'être là. Enfin, on sent qu'il y a une ébullition, vraiment. Enfin, j'étais contente d'avoir pu voir ça. Il y a à la fois une fierté, et puis à la fois pour nous, une vraie exigence, c'est-à-dire qu'encore une fois, avec tous les vétos qui nous entourent, vérification évidemment de tous les certificats sanitaires, et Dieu sait si on a quelques vicissitudes sanitaires, quelles que soient les espèces en ce moment, et donc du coup on vérifie évidemment que à l'état de l'animal faut montrer patte blanche au débarquement, que son état sanitaire est bien là, mais on a beaucoup amélioré aussi ces dernières années la manière dont on débarque les animaux pour éviter que ça se blesse et pour respecter l'animal, et puis tous ces différents contrôles, parce que, encore une fois, c'est important. Et donc, du coup, là aussi, c'était un point d'amélioration qui était obligatoire. Quoi. Et qu'on comprenne bien, en fonction des effectifs de la race, il y a vraiment des sélections qui sont hyper drastiques, avec des concours départementaux, régionaux, et après aller au national. Mais aller au national à Paris, c'est vraiment une vraie fierté pour les éleveurs, de manière générale de toute façon, et sur certaines races, je pense aux limousines, aux blondes d'Aquitaine, où il y a beaucoup d'éleveurs. Bien sûr. C'est vraiment déjà en soi de monter à Paris quelque chose, quoi. Non, mais c'est clair que le quota de spécimens finalistes par rapport justement au nombre de spécimens de la race, donc par rapport au poids que chaque race a sur le territoire, c'est vrai que c'est extrêmement drastique. Donc la sélection pour eux est extrêmement difficile. Et c'est vrai qu'on le voit dans le regard de l'éleveur. Et moi, je sais pertinemment, pour sillonner et pour les voir tout au long de l'année, qu'ils anticipent même des fois à 2 ans près pour pouvoir proposer un taureau, une vache au concours général agricole. Et c'est vrai que c'est pour eux un vrai enjeu, et c'est pour eux une vraie fierté. Ouais. Et puis c'est la question, est-ce que tu montes à Paris? Est-ce que tu es sélectionné? On sent que là, c'est en train de se décider là, et qu'il y a un peu de je pense que chez les animaux, pour faire une comparaison, il y a plus de prétendants qu'au Miss France, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais. Et justement, par contre, le concours, parce que les éleveurs, ils n'aiment pas quand je compare au concours avec Miss France, parce qu'il n'y a pas qu'une dimension de beauté de l'animal, il y a évidemment sa carrure et son allure, mais il n'y a pas que ça qui est jugé. Non, et ses critères génétiques, c'est-à-dire que quelque part, pour une laitière ou pour faire de la viande, encore une fois, on cherche à soit maximiser le muscle, donc du coup ça c'est des critères génétiques, soit maximiser donc les organes qui produisent le lait, l'épi notamment, et ça aussi c'est de la génétique. Et derrière, en fait, c'est ça qu'on juge. On juge systématiquement la performance donc des animaux que l'on juge, et là aussi le travail des juges dans les concours animaux est un travail là pour le coup qui est vraiment fait uniquement par des professionnels. Il n'y a pas, comme dans les produits et les vins, la partie consommateur, puisqu'on ne recherche pas là aussi le goût des choses, on recherche vraiment la performance génétique. Et d'amener la race vers un idéal de race d'animaux aussi qui va être productif, en bonne santé, s'adapter au changement climatique, par exemple, etc. Il y a ce rôle-là aussi de guider la race dans une direction. On le voit beaucoup, notamment sur les petites races endémiques. Sur la Vosgienne, sur les Gasconnes, tout ça, ça permet à des races de rester sur leur territoire, d'améliorer leur capacité de résilience aussi sur leur territoire, et d'adaptation au changement climatique, là aussi. Parce que, encore une fois, ces races, ces espèces ont besoin, là aussi, de s'adapter à des conditions qui évoluent. Et vous parlez des jurys, heureusement qu'il n'y a pas de consommateurs, parce que déjà c'est très difficile de juger des animaux. Il y a une dimension qui peut être vue comme subjective. À chaque fois qu'il y a un concours qui se finit, il y a un éleveur qui n'est pas content parce qu'il estime qu'il n'a pas été jugé correctement. Ouais. Il y a une dimension humaine à gérer quand même qui n'est pas évidente. C'est la pression. Oui, c'est la pression. On n'est vraiment pas sur l'aspect juste
beauté de l'animal, hein, ça c'est bien de le dire. Et ça se voit encore plus, j'allais dire, pour le visiteur du salon, pour le commun des mortels, le non-spécialiste, parce que sur les concours chats et chiens, c'est-à-dire que c'est vrai on parle toujours des chevaux ou des vaches ou des porcs ou des chèvres pour le salon, parce que c'est vrai que pour les Parisiens, c'est quelque chose qui est important, et puis c'est une notion très bucolique, et ça les ramène à d'autres souvenirs. Il n'empêche que pour les chats et les chiens, où il y a beaucoup de concours de beauté des chats et des chiens, on voit bien que quand on regarde le concours général agricole des chats et des chiens, on n'est pas du tout sur les mêmes critères de beauté. On est vraiment sur la performance, sur le fait de pouvoir accélérer très très vite, enfin, d'avoir des spécificités physiques qui sont recherchées, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser, les chiens, je vois bien ce qu'ils font au sein de l'agriculture, puisque surtout, en plus, il y a des concours de chiens de chasse, chiens de troupeau, et que dans toutes les fermes, il y a des chiens. Les chats, alors dans toutes les fermes, il y a des chats, mais en tout cas, chez mes grands-parents, c'est plutôt pour chasser les rats et les souris, et finir les restes du repas. Mais comment les chats sont arrivés au salon de l'agriculture ? Et est-ce que c'est leur place ? Alors, vous allez me dire que oui, mais je me posais la question. Mais tout simplement, enfin, notre critère, à chaque fois, c'est de savoir si est-ce que c'est une filière agricole, est-ce que c'est une filière d'élevage, est-ce qu'il y a un intérêt économique pour l'éleveur ? La réponse est oui. Donc, du coup, à partir du moment où c'est une filière qui a sa réalité économique, en fait, et qu'elle vraiment se pratique dans les territoires ruraux, elle peut faire partie du concours général agricole. Aujourd'hui, on n'a pas de concours général sur les poules, les lapins, et tout ça, parce qu'encore une fois, ça ne constitue pas suffisamment de filières agricole qui soit construite, en fait, pour l'instant. Pour l'instant, ça viendra peut-être, encore une fois, mais c'est vrai que pour l'instant, on a 7 espèces, parce que effectivement, ce sont les filières d'élevage les plus importantes sur le territoire national, quoi. Et pour finir sur le concours général agricole, j'aimerais discuter avec vous de la dimension humaine de ce concours général agricole, parce qu'on l'a dit, c'est très important pour les éleveurs, économiquement, en termes de fierté aussi, de monter à Paris. Il y a aussi une dimension presque vacances, parce que monter 10 jours à Paris avec une vache, autant dire que c'est les grandes vacances pour eux. Ça, c'est pas une pression pour vous du concours général agricole d'autant peser, parce que, encore une fois, un éleveur qui va être mal jugé peut vraiment mal le vivre. Cette dimension humaine-là, c'est pas un poids sur le concours général agricole ? Alors, ce qui est très important pour nous, c'est d'organiser le bien-être de l'éleveur. Pour le salon, parce qu'en fait derrière on organise effectivement la montée, la sienne et celle de son animal. On assure évidemment tout ce qui est repas, hébergement et puis soirée, puisqu'encore une fois les soirées sont réservées aux éleveurs pour que justement ils puissent échanger, se rencontrer. Pour eux c'est beaucoup chaque année un espace d'échange avec d'autres éleveurs pour pouvoir comparer les différentes techniques d'élevage. Et puis c'est bien, pardon je vous coupe, mais c'est plein d'histoires d'hommes et de femmes aussi, le salon de l'agriculture, ils ont tous une anecdote à raconter. Il y a un attachement très particulier au salon de l'agriculture pour les agriculteurs. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, pour pouvoir quelque part qu'ils soient libérés de toutes les tâches domestiques, et que du coup ils puissent échanger entre eux, nous, notre partie d'organisateur, c'est de dire on met les conditions pour qu'ils ne s'occupent pas de la bouffe, de l'hébergement. On organise même, vous le savez, dans les réserves jusqu'à minuit, des moments un peu festifs pour eux, parce que justement, ils ont besoin de ce temps de décompression-là, où tous les aspects logistiques, ils n'ont pas à les gérer, alors qu'ils les gèrent les 355 autres jours de l'année. Donc du coup, l'idée, notre responsabilité, c'est celle-là. Vous parlez de temps de décompression. J'ai connu l'époque où le salon, les temps de décompression étaient très lents. Aujourd'hui, ça se restreint de plus en plus. Comment
En fait, je trouve la situation compliquée parce que d'un côté, il y a un aspect très convivial au monde agricole et c'est ce qui fait, moi en tout cas, qu'il a intégré il y a 2-3 ans grâce au podcast en termes professionnels. En tout cas, c'est ce que j'aime, c'est cet aspect convivial et qui fait partie du charme du travail. Et à la fois, le salon de l'agriculture reçoit énormément de monde avec des débordements que vous avez dû gérer, notamment depuis le Covid, où il y a des... Je trouve que les Parisiens ont mis du temps à découvrir l'intérêt d'aller au salon de l'agriculture, mais là, les trentenaires parisiens l'ont bien découvert. Et du coup, c'est vrai que ça a ajouté une population qui est peut-être moins éduquée à faire la fête que comme à l'époque, moi qui montais des Landes avec mes amis pour venir profiter du salon en partageant un bon moment. Comment on fait pour gérer les aspects sécuritaires liés à la venue du grand public et à la fois laisser un espace de liberté aux agriculteurs qui, encore une fois, sont là dans un cadre professionnel et qui ont aussi besoin de ça pour passer un bon moment et, comme vous le dites, pour pouvoir échanger et que ça soit utile aussi pour eux professionnellement. Parce qu'on sait qu'au salon, tout se passe généralement après la fermeture, quand même hors agriculture. Pour les professionnels. Pour les professionnels. Mais c'est vrai que, en fait, depuis le post-Covid, effectivement, on doit encadrer la convivialité. Encadrer parce qu'effectivement, on est en responsabilité pour éviter tout débordement. Alors, dans les périodes d'ouverture, le fait d'encadrer les choses, ça a été de rappeler, bien sûr, aux exposants qu'on était un salon, et comme tout salon, la dégustation doit se faire au verre et pas à la bouteille. Donc, il y a certains exposants qui n'ont pas joué le jeu. Vous savez, on a plusieurs centaines de caméras dans le parc des expositions de Versailles, donc on sait quasiment en live quels exposants ne jouent pas le jeu. Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a des consommateurs qui arrivaient, qui achetaient une bouteille, qui venaient avec leur tire-bouchon, et du coup qui débouchonnaient la... Sauf qu'ils n'ont pas le droit de le faire. J'ai jamais vu ça quand même. Les exposants n'ont pas le droit de le faire, donc on a rappelé la règle. Et on a sanctionné les exposants. Pour l'édition 2024, on va même aller plus loin. C'est que du coup, on va fermer les stands si d'aventure les exposants ne jouent pas le jeu. Ça, c'est vraiment pour encadrer la consommation excessive d'alcool. Parce qu'encore une fois, on est là pour déguster des bons produits. On n'est pas là pour se mettre en état d'ébriété. Et puis, on va s'organiser comme... j'allais dire les festivals et comme les fêtes de Bayonne ici, parce que là pour le coup, c'est qu'on va créer des zones de dégrisement, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, pour pouvoir garder les gens qui ont dépassé la norme autorisée, pour éviter aussi tout débordement ensuite sur la voie publique, parce que nous, quand on ferme à 19h et qu'on met le public, on conduit le public vers la sortie, derrière, il y en a certains qui pourraient causer un certain nombre de troubles ensuite sur la voie publique ou dans les métros ou dans les trams c'est sûr qu'il y a eu les dernières éditions où en sortant du travail à 20h devant le salon, c'était les fêtes de Bayonne à 4h du matin. Voilà. Il y a quand même eu Voilà, donc ça effectivement on s'est engagé à la fois avec la RATP, à la fois avec la préfecture de police de Paris à mieux gérer ces flux-là. Donc voilà, zone de dégrisement en interne si besoin, intervention là aussi de la police si besoin. Donc ça c'est pour l'aspect, j'allais dire grand public. Ouais. Pour l'aspect professionnel, qui eux peuvent rester donc à l'intérieur donc des halls du salon. Là aussi on a un peu réglementé les choses, on est obligé et obligé pour plusieurs raisons. Pour le bien-être de l'éleveur en premier, parce qu'aujourd'hui il faut quand même que pour tenir 10 jours il dorme au moins une paire d'heures la nuit, et pour le bien-être animal aussi, puisque, encore une fois, les plus de 2200 animaux qui sont là, on les enlève de leur environnement quotidien, donc il y a aussi potentiellement, ça peut générer un stress, et c'est pour ça qu'ils ont besoin aussi d'un certain nombre d'heures de repos où on abaisse la lumière, où on ne fait pas de bruit. Donc du coup, on a intégré tout ça. Donc du coup, ce qui est clair, c'est qu'à minuit, on arrête tout. Pour ceux qui ne jouent pas le jeu, on débranche carrément. On peut isoler les différents endroits où ils dorment, où ils font la fête. Et donc, du coup, ça, c'est mon côté père fouettard. Je fais le tour avec d'autres, évidemment, mais pour arrêter les fêtes dans les différents endroits où ça peut exister. Ouais. Est-ce que vous n'avez pas une crainte que ces nouvelles normes plus strictes qu'avant, elles
elle dissuade les agriculteurs de monter, dans le sens où ça peut être... Pas encore une fois de faire la fête et de se saouler jusqu'à 5h du matin, c'est pas du tout ça l'idée, mais ils y viennent quand même pour profiter, passer du temps entre eux. Il y avait des éleveurs de toute la France, etc. Est-ce que ça peut pas être une motivation en moins pour eux de monter, que ça n'ait pas un impact sur... vous me direz, vous avez tellement de candidats que vous n'êtes pas trop après. C'est pas ça, c'est que je le crois pas. Je crois qu'ils ont compris. Moi, encore une fois, dans le rôle politique et stratégique que j'ai, c'est on travaille avec tous les organismes de sélection pour essayer collectivement d'améliorer les choses. À chaque fois, et ce travail-là, on l'a fait. Et le travail d'information, donc à chaque éleveur a été fait. Et encore une fois, comme tout travail d'information, il faut aussi des sanctions, parce qu'il faut à la fois le bâton, c'est le concours, mais la carotte, pardon, c'est le concours, le bâton, c'est la sanction. Et c'est vrai que derrière, on a besoin d'avoir des éleveurs en forme qui puissent continuer à nettoyer leur box, à accompagner leurs bêtes pendant les 10 jours. Parce qu'il faut qu'à 9h, quand on ouvre le salon au grand public, les box soient nickel et que les animaux soient nickel. Donc derrière, on a aussi cette responsabilisation-là, mais collective, parce que, encore une fois, avec l'éleveur, avec les organismes de sélection et avec l'organisation du concours général. Donc du coup, ceux qui ne jouent pas le jeu, forcément, il y a une sanction l'année dernière, je crois que j'ai sanctionné 12 éleveurs, ce qui est peu par rapport à 2200 animaux. Mais bon, mine de rien, il faut à la fois, comme partout, la carotte et le bâton. Ouais. Bon, en tout cas, cette conciliation des enjeux et cette gestion, je vous la laisse parce que je trouve le sujet pas simple. Je dors pas beaucoup. Je me doute. On a bien parlé du concours général agricole, je pense. J'aurais bien aimé un peu parler de vous. J'ai étudié votre parcours. Vous avez quand même des expériences hyper diverses et variées. Animateur de Interville, vous êtes passé par Gilly, vous êtes passé par Europe 1. J'ai la liste est longue. Public Sénat, France Télé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment vous êtes retrouvé dans le monde des médias une fois que vous êtes sorti de vos écoles d'ingénieurs agronomes ? Oui, en fait, j'ai encore une fois, ma passion, elle est effectivement pour le milieu rural et le milieu agricole, mais elle est aussi sur ma passion de la découverte et des régions. Et c'est vraiment par ce biais-là que je suis rentré dans le domaine des médias, tout simplement parce que c'était ce que je voulais défendre. Et effectivement, France Télé a lancé un casting Jeunes Talents au moment où Patrick de Carolis arrivait à France Télévisions. Je l'ai fait. Et comme on était 3 à avoir été recrutés, et quand il a fallu, parce que ces Jeunes Talents, on nous mettait dans des émissions existantes, donc quand il a fallu effectivement quelque part me trouver une place, on m'a mis donc sur Interville, parce que justement il y avait la notion donc des régions, et puis j'avais aussi un accent du sud-ouest qui était plus prononcé que ça, et ça c'était bien dans l'image du programme. Et c'est vraiment là où j'ai appris à faire effectivement du direct. Et encore une fois, c'est des gros barnums, hein, donc c'est des gros directs. Et c'est vrai que c'est Nagui qui présentait l'émission à cette époque-là, qui m'a appris ce métier-là. Et c'est vrai que je suis resté 5 ans avec Nathalie Simon pour animer les jeux d'Interville. Et donc on a continué à sillonner la France. Et derrière, comme tous les jeux étaient liés à l'histoire des territoires qu'on traversait, derrière il fallait toujours réécrire l'axe des jeux en fonction de l'histoire locale. Donc là aussi ça m'a permis d'améliorer ma connaissance des différents départements. Et ensuite je n'ai eu de cesse que de dire à France Télé que j'avais vraiment envie de valoriser les régions. Alors évidemment après il y a eu une émission qui s'appelait Qui vient camper, qui n'a duré qu'1 an, mais où j'amenais camper dans une région différente une personnalité chaque semaine. Ensuite, il y a eu les nouveaux voyages d'Ulysse, où j'ai fait le tour de la Méditerranée en voilier, comme Ulysse en son temps, pour montrer ce qu'il y a de plus innovant sur le développement durable. Et puis après, il y a eu cette aventure, on va dire, de création d'une chaîne, donc sur le câble et sur le satellite, qui s'appelait Campagne TV, qui là réunissait quelque part mes 2 passions, qui a été fait en accord avec les acteurs agricoles et les acteurs audiovisuels, pour justement valoriser à la fois j'allais dire le tourisme rural, à la fois les différents produits qui étaient en France, et à la fois l'environnement. On était vraiment sur ces 3 axes-là, donc agricole, agroalimentaire, alimentation. Et donc j'ai
voilà, j'ai co-construit cette chaîne avec d'autres pendant 5 ans. Et puis ensuite, je suis parti plus dans une aventure politique, puisque j'ai été conseiller donc, communication et médias donc, de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture à l'époque. Ce qui m'a permis là aussi de parfaire, en plus donc, j'allais dire de mes connaissances institutionnelles dans les différents territoires, de parfaire justement les connaissances politiques. Et je vous dis aujourd'hui, tous ces réseaux-là m'aident justement à vous parler de la chaîne humaine qu'il y a à l'intérieur et dont on a besoin pour pouvoir organiser le concours général agricole. Et effectivement, cette chaîne humaine, elle m'aide au quotidien. Vous parlez de votre accent. Est-ce que vous l'aviez plus prononcé au début et après vous avez été amené à le gommer? Est-ce que ça s'est fait naturellement? Je pose la question parce que j'ai un accent relativement prononcé et il y a eu des fois où ça a été un véritable atout et aujourd'hui ça l'est plutôt. Mais il y a eu des situations où j'ai eu le sentiment que ça m'avait pénalisé. Bien sûr. Comment vous l'avez vécu ça? Moi, c'était à une époque où c'était relativement mal vu en fait d'avoir un accent. Je me souviens très bien. Après, encore une fois, l'oreille interne s'habitue, c'est-à-dire que effectivement, il s'est gommé naturellement. Mais quand je suis arrivé effectivement dans ce métier-là à Paris, ça a été, on me regardait un peu bizarrement et on me demandait d'essayer de moins le prononcer, de moins l'accentuer, alors que je l'accentuais pas. Mais ça a été à l'époque, comme c'était Interville, ça passait en fait. Et après, ça s'est gommé naturellement. Mais je sais que j'ai été écarté d'un certain nombre de programmes parce que justement, j'avais trop d'accent. Bon, ça, c'est un sujet. Alors que maintenant, l'époque est complètement inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, les chaînes et les radios cherchent plus de signatures vocales reconnaissables. Parce que je trouve qu'on le voit beaucoup sur le rugby, ça mais finalement, donc par le biais du sport, les gens avec un accent globalement arrivent à trouver leur place, je trouve. Je pense notamment à Inès Irigoyen là, qui a rejoint sur la partie rugby, Coupe du Monde, et maintenant qui est un peu à tout le sport et tout ça. Mais sinon, je trouve pas tant que ça que les accents ont leur place dans le paysage médiatique français, ni pour être passés dans des grands groupes à Paris, ni dans les grands groupes, ni dans les comités de direction, ni dans les... Moi, alors, pour le coup, de plus en plus, parce que je vois, encore une fois, un Cyril Lignac, un Etchebest, des gens comme ça, ils portent quand même leur accent dans leurs différentes productions télévisuelles. C'est vrai. Alors qu'il n'y en avait pas du tout dans les années 97-2000. Quoi. Et du coup, vous nous l'avez dit, autour de 2018, vous vous êtes réaxé vraiment plus sur la partie politique et agriculture, vraiment, en conseillant le ministère. Ça a été une volonté? Vous aviez fait le tour de votre parcours d'animateur ou vous avez eu une opportunité J'allais dire les deux, mais j'étais arrivé à la fin de ce que je pouvais faire à Campagne TV, parce que, encore une fois, il faut quand on a donné beaucoup d'idées, il faut se renouveler. Et j'ai bien vu que, encore une fois, pour pouvoir passer une étape au-dessus, il fallait aussi la dimension politique, parce que, comme vous le savez, le milieu agricole est un milieu qui est très politique. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'a permis à la fois, parce que j'étais conseiller communication, d'amener ce que je connaissais du rôle des médias et d'amener mes compétences que j'avais acquises. Et ça me permettait d'en acquérir d'autres qui étaient plus politiques. Donc, du coup, effectivement, ça a été vraiment du gagnant-gagnant pour moi. Après ces 2 ans et 2 mois ou 3 mois qui sont d'une intensité folle, je ne pensais pas qu'on pouvait travailler autant, parce que le ministère de l'Agriculture est un ministère de crise permanente. Donc, du coup, derrière, ça demande à être, notamment sur la communication, d'une réactivité folle. Et de passer vraiment de sujets qui sont complètement différents, parce que quand on parle de la PAC, ou quand on a une crise sanitaire ou les relations internationales de négociation de contrats avec tel ou tel pays, ça permet d'avoir un éventail de sujets à comprendre rapidement, à pouvoir synthétiser rapidement et à pouvoir quelque part délivrer des messages qui sont compréhensibles par le plus grand nombre, puisqu'encore une fois, chacun des sujets est extrêmement complexe et il faut pouvoir l'exprimer simplement. Donc, du coup, ça a vraiment été
là aussi, un apprentissage et je regrette pas du tout. Mais pour tout vous dire, pendant ces 2 ans et demi, j'ai pris 8 kilos tellement en fait, comme on dormait peu, on mangeait plus et donc du coup, comme tu manges plus, et ben, tu prends du poids. Voilà. C'est sûr que quand j'avais interviewé Julien de Normandie, j'étais en contact à plusieurs reprises avec ses conseillers communication. Et après, parce que pour le salon, bref, il m'avait proposé des tables rondes et tout ça. Mais je me rendais compte à quel point... Alors, il était hyper sympa, parce qu'évidemment, l'interview, ils me l'ont proposé, mais après, il a été décalé 8 fois, parce que Julien de Normandie, il avait toujours un truc mieux à faire que voir Louise Lespard de la Clé des Champs. Mais toujours hyper sympa, mais c'était des messages à 23h, à 6h du matin. Et ça a l'air d'être une machine à laver. C'est une machine à laver. C'est une machine à laver, intellectuellement extrêmement intéressante, mais qui a quelques conséquences physiques quand même. On ne peut pas y rester 15 ans. Non, c'est pas possible. Parce qu'après, on n'a plus la lucidité aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a plus la lucidité pour pouvoir être un bon conseiller. Donc il faut pouvoir en sortir. Et je pense que 2 ans et 3 mois, là, moi, comme j'ai fait, c'est le bon timing. Parce que après, le corps, il dit stop. Et ensuite, vous avez été nommé commissaire général par Julien de Normandie. Voilà. Okay. Par Julien. Parce qu'on est nommé pour être à ce poste-là. Oui, on est nommé par un décret ministériel. Et c'est vrai que c'est Julien de Normandie qui m'a nommé 3 mois après que je sois sorti du cabinet. Parce qu'il faut bien 3 mois pour se remettre quand même. Et voilà, parce qu'il savait que j'avais ces appétences-là aussi, parce que le poste de commissaire général coche beaucoup de cases qui sont entre ma formation, mon amour des produits, celui des régions, et puis la politique, le maillage, médias. Voilà, le maillage politique, institutionnel et médiatique, forcément, en tout cas, c'est un poste qui me correspond. Et jusqu'à présent, alors, pour conclure, qu'est-ce qui vous a animé dans toutes ces expériences, qu'est-ce qui vous a le plus plu, qu'est-ce qui vous fait avancer à vous? Ce qui m'anime au quotidien, ce qui fait que je me lève avec la banane, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'aspect humain du poste, parce que chaque semaine, je rencontre des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien, qui se battent au quotidien pour améliorer leur technique culturelle, pour améliorer leur technique d'élevage, pour essayer de produire le produit le plus excellent du monde. Ils le font au quotidien, quels que soient les aléas climatiques, quelles que soient les vicissitudes, là aussi économiques, parce que Dieu sait si ce secteur en a beaucoup, et c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Je ne passe pas une semaine sans me rendre dans une exploitation, dans une ferme, chez un producteur, parce que c'est ça, je me shoote à ça en fait, vraiment. Et les futurs projets d'Olivier Allemand, ça sera quoi après? Ça va plutôt s'inscrire dans la politique alors? Eh bien, je ne sais pas, figurez-vous. Je ne sais pas du tout. Aujourd'hui, j'ai un mandat de 3 ans, donc jusqu'en 2026. Et aujourd'hui, le problème, c'est que je suis un épicurien et qui aime bien tout ce qu'il fait. Donc, du coup, qui a aujourd'hui des difficultés de choisir. Après, je crois aussi que ça soit voilà, la nature, le corps ou les opportunités font que, encore une fois, on provoque les choses, mais il y a aussi un facteur chance qui arrive ou qui n'arrive pas. Donc je crois qu'on peut provoquer les choses, mais ce n'est pas nous forcément qui décidons de tout. Donc du coup, je continue à tracer ma route. Et puis on verra bien, mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée très précise. Les portes sont ouvertes. Oui, tout est ouvert. Très bien. Et je vais passer à mes questions de fin. La première, c'est qu'est-ce qui vous rend fier à vous d'être commissaire général du concours général agricole? Je vous dis, les hommes et les femmes que je croise au quotidien. Ouais, vraiment. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous auriez un truc pour étaler notre science au prochain repas entre amis quand il y aura un produit médaillé sur la table, par exemple? Non, mais ce qui est vrai, ce que le grand public ne sait pas, c'est qu'effectivement, tout le ministre et son cabinet délocalisent le ministère pendant les 10 jours du salon. Ça veut dire qu'ils ont des bureaux et des espaces dédiés, mais même toutes les lignes internationales ou autres sont vraiment rapatriées donc, au salon de l'agriculture, puisque le ministre en fait son bureau quotidien, donc de 6h du matin jusqu'à 23h le soir. Et ça, c'est vrai que les gens ne le savent pas. Ouais, ils déménagent, quoi. Ils déménagent. On déménage c'est dingue. Le ministère avec, encore une fois, la direction de la com qui est très, très présente. Mais là aussi, c'est dans des parties qu'on ne voit pas, qui ne sont pas accessibles, bien sûr, au grand public. Mais on voit toujours le stand du ministère de l'Agriculture. Mais évidemment, le ministre n'est pas au stand du ministère de l'Agriculture.
En tout cas, ces bureaux ne sont pas là, ça c'est sûr. Et dernière question, où c'est que peut-être on peut suivre l'actualité du concours général agricole, si on veut s'inscrire en tant que juré, comment est-ce que vous pouvez nous dire où c'est qu'on peut suivre ça? Ça, c'est très très simple, c'est sur le site www.concours-général-agricole.fr. Vous pouvez suivre donc l'actualité sur nos réseaux sociaux. Notamment toutes les relances pour les inscriptions de producteurs, de viticulteurs, de jurés, voire même sur l'application du concours général agricole, puisque vous pouvez à la fois sur cette application, vous pouvez télécharger sur les smartphones Android, donc vous pouvez à la fois géolocaliser les producteurs médaillés si vous voulez, soit vous rendre chez eux, soit commander sur leur site internet, et on vous pousse toutes les actualités donc, du concours général sur l'application. Super. Bon, merci beaucoup Merci pour votre Louise. temps et à très bientôt. On se verra au salon. Rendez-vous du 24 février. Vous serez dans le jus total. 24 février, 3 mars. À bientôt. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous êtes dans une entreprise qui travaille au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à cet effet. L'objectif ? Mieux connaître les réalités du métier d'agriculteur pour vous permettre de mieux performer dans votre job. Après avoir suivi un module e-learning où des experts reconnus vous expliquent les enjeux auxquels est confronté le monde agricole, vous partez passer une journée en immersion à la ferme avec vos collègues et maximum par groupe de 5 pour un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. L'occasion de passer de la théorie à la pratique et de profiter d'un temps d'échange privilégié avec l'agriculteur qui vous reçoit. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps-podcast.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très très vite.